L'immeuble décrépit dans lequel je vis, avenue de la Gare, 4e étage à gauche, est aussi morne que mon existence. Les gens qu'on croise se limitent au « bonjour, bonsoir », tandis que le rythme des journées est réglé par le passage des trains et l'odeur des repas dans la cage d'escalier. Madame Josepha, notre concierge, règne sur ce petit monde avec une poigne de fer. Elle distribue le courrier, range les poubelles, récure les paliers et s'informe sur tout. Impossible de rentrer chez soi, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, sans qu'elle ne devine d'où vous venez, avec qui vous êtes, etc. Personnellement, elle ne m'a jamais dérangée, dans la mesure où elle décréta dès mon arrivée, voici une dizaine d'années, après un round d'observation, que j'étais un monsieur sans histoire, sans femme, sans problème et propre sur lui. Ce qui me rangea automatiquement dans le bon clan, celui des locataires avec qui il est toujours agréable d'échanger quelques mots sur le temps ou le prix des choses. Sans plus. Me revoici dans la cuisine où je me tiens invariablement à la même place près de la fenêtre qui donne sur la gare. Un long train jaune et vert comme un serpent glisse lentement sur l'enchevêtrement des rails à la recherche d'un quai libre. S'il passe à gauche de la rampe centrale, c'est que la journée sera bonne. J'attends, en suivant des yeux, un cheminot en veste jaune qui avance le long du remblai, une pelle sur l'épaule. La locomotive ralentit, passe à côté de lui, hésite en ondulant d'une voie à l'autre pour choisir enfin le côté droit. Ben voyons. Le ciel est à nouveau gris et menaçant, un décor idéal pour me morfondre et regretter mon imbécilité avec la belle, plus tout à fait inconnue. Et croyez-moi, imbécilité est un mot approprié, car elle avait des yeux si limpides et si réconfortants que je lui ai tout raconté. Vous vous rendez compte? Comme ça, d'une seule traite, en parlant à tort et à travers, sans même penser qu'elle pouvait être un agent du comité d'hygiène mentale. Ils sont partout, et sans remarquer qu'elle ne posait aucune question. Pire, comme son visage virait à l'incrédulité, j'ai haussé le ton et insisté comme un enfant qui ment mal. Elle m'a paru inquiète. Des taches roses sont apparues sur ses joues et j'ai compris qu'elle n'écoutait plus, mais cherchait le moyen de prendre congé sans me brusquer, comme on agit avec un fou. Ça m'a énervé, moi qui suis taiseux et discret, et commencé à éructer, à faire des grands gestes, taper du poing sur la table, pour brusquement me lever en tremblant de colère ou de dépit et de la planter là, comme le plus fieffé des goujats. Imbécile. Je me suis sauvée en renversant une nouvelle fois son sac, fermé cette fois-ci, et en oubliant de payer les consommations. Tant j'avais hâte de m'enfuir, ou plus exactement, de m'enfouir au plus profond de n'importe quoi, pourvu que ce fût dans un endroit éloigné et caché. Une chose est sûre, je ne risque pas de la revoir. Le sifflement de la bouilloire m'arrache à ma torpeur. Un peu de café me fera du bien et m'aidera à couper cette journée qui s'annonce interminable. Je prenais beaucoup de liberté avec l'administration ces derniers temps, c'est vrai. Mais je me rendais quand même quotidiennement au bureau, ce qui m'obligeait à m'habiller, me raser, bref, à m'organiser une petite vie besogneuse. Mais maintenant que je suis en réserve d'affectation et que je peux faire une grosse croix sur le café de l'horloge, comment vais-je m'occuper? Et de quoi vais-je pouvoir rêver? Je dresse la table, en traînant les pieds. Pour la forme, parce qu'il est l'heure de souper, même si ce n'est pas l'heure pour mon estomac. La tartine n'a aucun goût. Je mâchouille distraitement en buvant sans plaisir un breuvage tout aussi insipide. Je décompose chacun de mes gestes comme si le simple fait de soulever le bras représentait un effort. Racler le beurre, l'étendre sur la tranche de pain, soulever le pot de confiture. Essayons une omelette au lard. Le temps de préparer les ingrédients, d'allumer la gazinière et de casser 2 œufs sur un poêlon, me revoici plongé dans mes pensées. Je devrais consulter un médecin. Mais pour lui décrire quels symptômes? Comment lui expliquer que je ne distingue plus ni ombre ni reflet
alors qu'ils lui apparaîtront les plus normalement du monde. Sans compter les risques. Les praticiens sont tenus de signaler à l'autorité les patients dont la déviance pourrait entraîner une contagion sociale, au même titre qu'une tuberculose ou une maladie vénérienne. Résultat, on sait quand ces pauvres airs partent à l'hôpital, rarement sinon jamais ce qu'ils deviennent. Ça me rappelle le professeur de morale du collège officiel qui concluait souvent son cours par cette maxime. Dommage que je ne puisse pas imiter ici sa voix nasillarde et syncopée. Rien n'est plus dangereux qu'une idée ou une attitude qui sortent de la norme. La norme est, et nous complétions tous en chœur, la référence. Bravo. Je viens de rire tout seul. Que se passe-t-il? Une fumée noirâtre tourbillonne soudain autour de moi et envahit la pièce. Je me lève en catastrophe et tousse au bord de la suffocation avant de me rendre compte que le poêlon est en train de griller dans mon dos, comme une crêpe flambée. Le temps d'étouffer le brasier avec un essuie de vaisselle et d'ouvrir toutes larges les fenêtres, l'appartement est plongé dans le brouillard. Ce n'est pas tout. Le vacarme assourdissant éclate sur le palier. C'est Madame Josepha qui, alertée par l'émanation, tambourine sur la porte en demandant ce qui se passe. « Ne craignez rien, lui dis-je en ouvrant un mouchoir posé sur le nez. C'est terminé. J'ai laissé brûler une omelette. » Elle jette un regard soupçonneux dans la cuisine où la brume commence à se dissiper, puis observe avec une moue dédaigneuse. « C'est pas croyable. Ça sent le feu dans tout l'immeuble et vous ne remarquez rien. Vous devez être enrhumé comme un phoque, ou alors vous vous étiez endormi. » Non. Je commençais à manger. « Je vois, » ajoute-t-elle en découvrant les restes du souper. Et puis, avec un étonnement sincère, les yeux ronds, « Vous mettez du sel dans votre café ?» Je suis son regard des yeux pour m'arrêter sur la tasse à côté de laquelle j'ai posé par inadvertance le bocal de sel. Il est ouvert et ma cuillère à café est encore plongée dedans. Alors là, m'exclamai-je, les mains sur les hanches, je n'en reviens pas. Elle me fixe avec une expression curieuse dans laquelle je perçois beaucoup d'incompréhension et même un soupçon d'inquiétude. Vous n'avez rien goûté? Non. Enfin, je ne sais pas. Puis, pour changer de sujet et l'inviter poliment à quitter les lieux, je vais aérer et remettre un peu d'ordre. La porte à peine refermée, je me précipite vers le bocal de sel, y plonge un doigt après l'avoir humecté et la porte à ma bouche. Rien. Ou à peine. Le picotement d'acide est si ténu que je serais bien incapable de déterminer s'il s'agit de sucre ou de sel.